Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de Top Connexion. Cette émission qui a pour but de connecter les parcours, les expériences, mais aussi les opportunités. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Il s'agit de l'expertise comptable. Pour en parler, nous avons un invité qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Il s'agit de Monsieur Augustin Métinger. Bonsoir Monsieur Augustin. Bonsoir, Comment allez-vous? je vais bien et vous-même? Je vais très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, d'entrée, après 30 ans d'expérience dans ce domaine et de métier, il faut le dire, est-ce que vous êtes toujours aussi passionné par les chiffres et l'accompagnement? Écoutez, merci Alain de me donner l'opportunité de parler de l'expertise comptable. Je suis expert comptable depuis 1991, donc ça fait 35 ans que j'exerce ce métier et je suis toujours aussi passionné parce que c'est un métier extraordinaire, un métier pour lequel je pense que si on a la passion du chiffre, les chiffres, et la passion de l'accompagnement, la passion de l'entreprise, je pense que l'expertise comptable est véritablement le métier pour lequel il faudrait s'investir. Parce que c'est là où véritablement on trouve c'est le carrefour de tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire l'accompagnement, les chiffres et la comptabilité. Est-ce qu'au bout d'un moment, on n'est pas fatigué? On se dit, on a vu énormément de chiffres, on a accompagné énormément d'entreprises. On se dit, on a fait le tour et puis on se dit, on a juste envie de faire une pause ou encore on pense peut-être déjà à la retraite. Non, pas encore. Écoutez, la retraite, pourquoi pas? Mais vous savez, c'est une profession libérale. Euh, une profession libérale, ça suppose que, en réalité, on peut l'exercer jusqu'à 90 ans. Je connais des avocats euh, qui ont exercé jusqu'à 97 ans. Donc, voilà, une profession libérale, par nature, on organise son temps, on organise sa manière de travailler, et la comptabilité, quand on est expert comptable, commissaire aux comptes comme je le suis, on organise son temps et on essaye d'accompagner au mieux les entreprises qui vous font confiance. Voilà. D'accord. Alors, merci. Avant de continuer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, je vais me présenter. Mon nom est Augustin Métinger. Je suis expert comptable depuis 1991. Je suis inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables, je crois, depuis 91 ou en tout cas au début des années 90. Euh, j'exerce ce métier-là depuis ce temps-là. Alors, mon parcours, j'ai été à l'IAE de Lyon, j'ai obtenu mon diplôme d'expertise comptable en 1991. Et évidemment, comme la conjoncture en ce moment-là se présentait de cette façon-là, j'ai commencé par travailler dans des cabinets avant de me lancer. Je pense à partir de 1993 à mon propre compte, c'est-à-dire créer mon propre cabinet. Voilà. Voilà, je dirais, la petite présentation que je peux faire de ce qui est le métier d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Commissaire aux comptes. Ok, bah surtout aussi de votre personne et vous avez légèrement parlé de votre parcours, mais on va y revenir tout à l'heure. Alors, pour ceux qui nous suivent, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'un un expert comptable? Comment vous présentez un expert comptable? Comment vous le définissez? Alors, si on me demande de présenter le métier d'expert comptable, je dirais que c'est un professionnel qui accompagne les entreprises, qui sécurise les opérations des entreprises et qui les accompagne dans leur développement. Voilà rapidement présenter le rôle d'un expert comptable. Donc, sécuriser les opérations de l'entreprise, les accompagner dans leur développement. Et lorsque vous parlez d'opération, on pourra parler de quoi exactement? Alors, quand je parle d'opération, je parle de tous les flux qui traversent l'entreprise. À savoir?
À savoir, À savoir, par exemple, la production. Quand on fait de la production, on peut produire, je sais pas moi, on peut produire. Quand on fait de la production, il faut organiser cette production. Quand, pour faire de la production, il faut avoir des outils. Il faut acheter, par exemple, du matériel pour faire de la production. Et il faut organiser parce que l'entreprise c'est une organisation. Une entreprise, c'est une organisation dont le but est de réaliser des bénéfices et de les partager entre ceux qui ont concouru à la réalisation de ce bénéfice. Hein? Donc, il y a d'un côté les apporteurs de capital, c'est-à-dire que les associés, il y a les salariés qui travaillent et il y a l'État qui a sa part dedans. Parce que les impôts qu'on paye, voilà, c'est ça l'entreprise. Donc, le rôle de l'expert comptable, c'est effectivement de sécuriser, comme je disais, les opérations de l'entreprise, c'est-à-dire que les opérations de production, hein, et d'accompagner l'entreprise dans son développement. d'accord. Alors, on reviendra tout à l'heure sur ces différents points. Alors, pour continuer, comment on fait pour devenir expert comptable? Quelles sont les études qu'il faut faire? Quel est le parcours qu'il faut avoir? Quels sont les diplômes qu'il faut avoir pour devenir expert comptable? Alors, pour devenir expert comptable, je pense que c'est relativement, on va dire que c'est relativement simple. D'accord. C'est pas toujours ce qu'on entend. On me dit très C'est relativement simple. que c'est très compliqué Parce que- d'être expert comptable. Pour devenir expert comptable, non, je pense que c'est relativement simple. Parce Ouais. que la plupart, on sait que les jeunes aujourd'hui, surtout en France, à 80%, ils ont le bac. Quand on a son baccalauréat, quelle que soit d'ailleurs la filière, on peut choisir de s'inscrire dans une filière qui conduit à l'expertise comptable. D'accord. Alors, on peut choisir, Même si on a fait des études de lettres. même si on a fait des études de lettres, on peut effectivement, à partir des études de lettres, s'inscrire dans une filière d'expertise comptable. Il faut passer un certain nombre de diplômes. On peut passer par exemple par les filières courtes comme les BTS, comme les DUT. Je ne sais même pas si ça existe toujours, mais de mon temps, c'était comme ça. De mon temps, c'était comme ça. Et la plupart du temps, on fait un master, on peut passer un master, on fait un master CCA, et après, il y a des dispenses pour aller dans la filière d'expertise comptable. Mais sinon, il y a une filière classique c'est le DCF, ça s'appelle comme ça, le diplôme comptable et financière. Et après, on fait le DSCF, qui est le diplôme supérieur de comptabilité financière, enfin bon, c'est des acronymes là, qui sont un peu, qu'il faut rechercher. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est très important à savoir, c'est que quelle que soit la filière de départ, on peut effectivement s'inscrire dans un cursus qui conduit à l'expertise comptable. Il faut avoir beaucoup de patience et il faut avoir beaucoup de ténacité. Voilà. Alors, et le cursus, il dure combien de temps? Alors, le Parce cursus... que là, j'ai vu qu'il y a plusieurs approches. Apparemment, ça, à ce niveau également, c'est relatif peut-être. Non, c'est pas que c'est relatif. Disons que aujourd'hui, avec la mise en place du système LMD, D'accord. c'est-à-dire que la licence, master doctorat. et doctorat, Ouais. Normalement, aujourd'hui, pour s'inscrire à l'ordre des experts comptables, les études théoriques durent en moyenne, 5 à 6 ans. Je parle des études théoriques. Et à partir de là, on fait un stage d'expertise comptable. C'est-à-dire qu'on s'inscrit auprès d'un maître de stage où on fait un stage de 3 ans. Au bout de ce stage-là, on passe ce qu'on appelle des épreuves finales. Si on les réussit, en ce moment-là, on devient expert comptable. Donc, le stage dure 3 ans. D'accord. Mais les études théoriques durent entre 5 et 6 ans. Donc, on peut dire qu'on a pour 8, sinon 9 ans, en fait. C'est ça. D'études. Alors, pourquoi je me permets de le dire dans l'ensemble, pourquoi dans la société, on a souvent l'impression que être expert comptable, c'est très difficile, parce que c'est assez élitiste également dans notre société. On se dit, être expert comptable, c'est très difficile. Donc, si vous avez pu arriver jusqu'au bout, quand même, vous avez réussi à passer pas mal de paliers et de difficultés. À vous entendre dire, c'est plutôt simple. Mais pourquoi la société a plutôt l'impression que c'est très difficile?
Oh, ben, je pense pas que la société dise que ce soit très difficile. Oui. Je sais pas. Moi, je pense que, alors, de mon expérience, ce sont des études, je ne vais pas dire faciles, mais relativement accessibles. Il n'y a pas de numérique clausus comme, par exemple, chez les médecins. Il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas de concours. Ce sont des examens, c'est-à-dire que si vous avez la moyenne, vous êtes admis. Ce n'est même pas comme le barreau. Donc, je sais pas trop comment, parce que je pense que le barreau, on passe un concours, et donc, pour être inscrit chez les avocats, chez nous, si vous avez votre moyenne, vous êtes reçu à l'examen. Voilà. C'est-à-dire que si vous bossez, évidemment que les études ne sont pas faciles. Ouais. Évidemment que il y a des études, ce sont des examens. Ce sont des examens, c'est pas des concours. Donc voilà. Aujourd'hui, on a presque 20 000 experts comptables en France. 20 000 experts comptables en France. Il y a de la place pour même 30 000, pour même 40 000 experts comptables. Donc vous estimez qu'il n'y a pas à avoir peur. Donc si jamais il y a des jeunes qui nous suivent, qui aimeraient voilà, embrasser ce métier, donc le message c'est n'ayez pas peur, il faut y aller, c'est toujours accessible en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, je dirais que comme pour tout, il faut être déterminé. Je pense pas que le métier d'expert comptable soit plus difficile qu'un autre métier. Je considère d'ailleurs que être expert comptable, c'est beaucoup plus facile qu'être médecin. C'est beaucoup plus facile que beaucoup d'autres professions. Mais effectivement, il y a des connaissances précises qu'il faut avoir. C'est un domaine où il faut être, j'allais dire, plutôt bon en droit, plutôt bon en, je dirais, en mathématiques, mais mathématiques financières, et avoir de bonnes notions en économie aussi. Donc, c'est quand même un domaine où on embrasse beaucoup de choses. Au final, ce n'est pas si difficile que ça. Je pense que ceux qui pensent que l'expertise comptable est un métier imprenable, parce que il y a quelques années, c'était des notables, oui. Parce que dans la société, on considérait qu'être expert comptable, bon, on est un notable. Non, il faut redescendre sur terre. Quand je vois ce que nos enfants font aujourd'hui, quand je vois le niveau de culture qui est le leur aujourd'hui, je pense que c'est un métier qui est tout à fait à leur portée, et je dirais qu'ils pourraient exercer avec beaucoup de professionnalisme. Je pense qu'il faut être sérieux dans ce qu'on a à faire, travailler, et en ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. Alors, je me permets une fois de plus d'avancer avec la même figure de style, comme quoi on entend souvent dire que être expert comptable, c'est une garantie du point de vue financier pour la vie, parce qu'on ne manquera pas de boulot. Est-ce qu'on peut le confirmer après 30 ans de métier? Alors, je dirais qu'on gagne bien sa vie quand on est expert comptable. Je pense qu'il faut tempérer les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et moi, j'ai l'habitude de dire les choses telles qu'elles sont. Quand on est un comptable sérieux, je parle pas d'expert comptable, là, je parle de comptable. D'accord. Sérieux, on ne manque pas de travail. Ça, c'est vrai. C'est vrai que un bon comptable, quelqu'un qui, en tout cas, dans notre métier, dans le métier d'expert comptable, nous avons besoin de collaborateurs de bon niveau. Et je peux dire qu'effectivement, ces collaborateurs, on les cherche tous les jours. Un bon collaborateur de bon niveau ne manquera pas de travail. Ça, c'est clair. C'est très clair. Maintenant, un expert comptable, c'est un chef d'entreprise, comme n'importe quel autre chef d'entreprise. Donc, il faut qu'en plus de la technicité, de ce qu'il sait faire, qu'il sache vendre, qu'il sache communiquer auprès de ses clients, en tout cas qu'il réunisse les qualités d'un manager, d'un chef d'entreprise. Okay. C'est-à-dire un chef d'orchestre. Quelqu'un qui connaît les règles qui régissent, par exemple, les ressources humaines, okay. Comment on traite un collaborateur, et qui sait comment discuter avec un banquier, qui sait comment vendre sa prestation auprès de son client. C'est vraiment quelque chose.
En fait, si vous n'êtes que technicien parce que vous êtes un as de la comptabilité et de la fiscalité, et que, par exemple, vous ne cumulez pas les qualités d'un chef d'entreprise, malheureusement, vous ne serez pas un bon expert comptable. Vous serez parce que vous n'aurez pas de clients. Et on est d'accord que tous les experts comptables ne sont pas forcément à la tête de cabinet. C'est vrai, il y a des experts comptables qui sont salariés d'autres experts comptables, qui sont même salariés de grandes entreprises. Évidemment, ils gagnent bien leur vie. On dit gagner bien leur vie. Moi, j'ai pas les chiffres, mais je pense que un expert comptable qui a un certain nombre d'années d'expérience peut raisonnablement, dans les grandes entreprises, avoir, je sais pas moi, 100 000 euros de salaire par an, 120 000 euros de salaire. Il y en a même des experts comptables qui, dans leur cabinet, pour ceux qui se sont lancés en profession libérale, arrivent à 200 000, à 300 000, même plus, En plus, de chaque année, de revenus, de ce qu'ils peuvent tirer de leur activité. Ça, c'est très clair. Mais bon, moi qui ai plus de 30 ans d'expérience, 35 ans aujourd'hui d'expérience, je veux dire, quand je vois, il y a un certain nombre de professions pour lesquelles je dirais que si c'est en termes d'argent, de revenus, nous, on a l'habitude de voir. Oui, malheureusement, bah, on traite ces choses-là. Totalement. Donc, on voit, si on veut gagner beaucoup d'argent, il faut être un radiologiste, par exemple. Il faut être un chirurgien, par exemple. Okay. Si vous êtes chirurgien ou si vous êtes radiologiste, vous allez gagner beaucoup d'argent. Si vous êtes chirurgien dentiste aussi, c'est des professions où il y a beaucoup d'argent, où on gagne beaucoup d'argent. Voilà. Donc, maintenant, effectivement, les experts comptables ne sont pas à plaindre. Ne sont pas à plaindre, évidemment, ne sont pas à plaindre. Ils gagnent, surtout ceux qui ont un bon portefeuille, qui ont l'approche de chef d'entreprise dont je parlais tout à l'heure, arrivent à s'en sortir. À s'en sortir et à bien gagner leur vie. Il faut pas le nier. Faut pas nier. Alors, avant de continuer, juste après, on parlera de le Coffee Corps. Oui. Alors, si je veux revenir sur ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut déduire que tous les experts comptables ne sont pas forcément faits pour être à la tête d'un cabinet? Parce qu'il y a plusieurs compétences à avoir au-delà des compétences techniques liées au métier. Est-ce qu'on pourrait le dire, en fait? Oui, absolument. Comme dans tous les métiers, il y a beaucoup d'experts comptables qui sont salariés. Et quand on a une formation d'expert comptable, c'est-à-dire que lorsque on a eu son DEC, le diplôme d'expertise comptable, on peut ne pas s'inscrire à l'ordre des experts comptables, on peut l'enseigner. On peut exercer plusieurs métiers. On peut exercer, par exemple, le métier de mandataire judiciaire. On peut exercer plusieurs métiers. On peut exercer le métier de commissaire aux comptes. On peut, bon, c'est vrai que le métier de commissaire aux comptes est assez proche du métier d'expertise comptable. On peut créer son entreprise. On peut créer une entreprise, être un manager dans une entreprise qui ne soit pas une entreprise, un cabinet d'expertise comptable. On peut très bien se lancer et créer une entreprise qui, je sais pas moi, qui fait du fret ou qui fait, je sais pas moi, dans un domaine qui n'est pas l'expertise comptable. Donc, effectivement, on a une ouverture d'esprit et on a suffisamment de matière, on a, que ce soit en droit, que ce soit en économie, que ce soit en finance, que ce soit en fiscalité, on a vu suffisamment de choses pour pouvoir se lancer. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'experts comptables qui enseignent. En fait, quand on a le diplôme d'expertise comptable, on a une ouverture extraordinaire sur le monde du travail. C'est-à-dire qu'on peut effectivement exercer le métier d'expert comptable, on peut être chef d'entreprise, on peut être enseignant, on peut faire beaucoup de choses. Il y a pas mal de débouchés. De débouchés. Donc on n'est pas dans l'obligation d'être chef d'entreprise. On n'est pas dans l'obligation d'être chef d'entreprise. Forcément. Alors on va continuer. Alors, si mes souvenirs sont bons, vous l'avez dit tout à l'heure, en 1993, vous lancez à votre propre compte, c'est bien ça? C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces débuts-là de Coffee Corps? Comment vous débutez? Pourquoi vous faites le choix de vous lancer à votre propre compte? Sachant que vous étiez déjà dans des cabinets, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, évidemment, je pense que l'aventure de la création d'entreprise est une
est une aventure qui est exaltante. Évidemment, il faut le dire, quand on est salarié, quel que soit d'ailleurs le niveau de rémunération qui est le vôtre, je pense que vous êtes salarié. Moi, mon rêve, évidemment, c'était d'être à mon propre compte, de me lancer. Et effectivement, j'ai eu l'opportunité de me lancer à partir de l'année 93, de créer mon propre cabinet. Malheureusement, c'était extrêmement difficile de se lancer sur cette période-là, enfin, ces années-là. Ces années-là, c'était pas des années faciles pour commencer une activité professionnelle indépendante. C'était pas du tout facile parce que malheureusement, euh, on ne pose pas une plaque et on va rester dans son bureau et on attend que les clients vous appellent. Tout à fait. Il y a quelques années, effectivement, les experts comptables étaient des notables, c'est les clients qui couraient derrière les professionnels. Aujourd'hui, les choses se sont inversées. Mais en 93, on est encore à peu près dans cette période-là. Non, on est effectivement dans une période qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, il y a une espèce de fluidité dans l'information qui fait que, effectivement, ChatGPT peut tout vous dire, peut tout vous expliquer. On parlera tout à l'heure également de l'intelligence. Mais c'est vrai que en 93, et je pense que la jeune génération doit nous tirer le chapeau. Parce que c'est des années où, il faut dire que même en France, c'était pas facile. Surtout quand on faisait partie de ce qu'on peut appeler la minorité, c'était pas facile de se lancer et de pouvoir africaine et tout. Voilà, d'origine africaine, bon, de se lancer et de pouvoir créer son entreprise. Mais vous n'avez pas eu peur à un certain moment en me disant c'était très difficile. C'est pour ça que quand je repense à comment les choses se sont passées, c'était plutôt très compliqué. C'était plutôt très compliqué parce que ce qu'il faut dire, les premières années, les années 80, 91, 92, 93, ces années-là, ma rémunération, ce que je tirais de mon activité était inférieur, largement, peut-être même pas la moitié, de ce que je gagnais dans les cabinets où j'avais travaillé. Donc, vous voyez que c'est quand même une aventure qui est pas facile. C'est-à-dire que, en fait, pour se lancer, il faut être capable. Sauf si de faire certains sacrifices. Voilà, de faire beaucoup de sacrifices parce que la plupart des gens qui se lancent aujourd'hui, partent, peut-être rachètent un portefeuille de clients, ce qui n'a pas été mon cas. Et encore plus difficile pour moi, si je dois parler de moi précisément, moi j'ai fait mes études à Lyon. Et donc, je me suis arrivé à Paris, je n'avais aucune connexion, j'avais pas de réseau, je connaissais pas grand monde pour pouvoir commencer mon activité. Ce qui est important. Ah bah oui, donc c'était pas facile. Bon, petit à petit, on s'est battu. Mais comment vous faites, sachant que dans votre domaine, je pense qu'on en a discuté une fois, au fait, vous ne communiquez pas comme tout le monde, vous partez pas à la recherche de clients comme tout le monde, vous faites pas de publicité à la télé. Je pense que c'est le métier qui ne nous permet pas de le faire. Je pense que c'est très encadré. Hein. Non, alors comment on fait pour trouver ses premiers clients alors que vous pouvez pas faire la publicité à la télé. Un expert comptable, j'ai pas encore vu un expert comptable distribuer des flyers. C'est ça. Non, mais aujourd'hui, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une réglementation qui a beaucoup évolué. La réglementation a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a des experts comptables qui font de la publicité. Il y a, même si moi aussi, je n'ai pas encore vu quelqu'un distribuer des flyers, mais il faut savoir que les experts comptables peuvent faire des publicités individuelles. Mais c'est parce que la législation a beaucoup évolué. Avant, effectivement, ces années-là, dans les années 90, effectivement, la publicité individuelle était interdite. Donc, c'était même pas possible, même si vous aviez beaucoup d'argent, vous n'aviez pas la possibilité de passer à la télé, de vous expliquer, même quand on s'installait dans un coin, par exemple, comme le 18e, c'était autorisé de faire un entrefilet dans un journal en disant que bon, voilà, à ça, au moins, c'était possible, en fait. On pouvait le faire, mais c'était très encadré. C'était extrêmement encadré. Et donc, on ne pouvait pas faire du démarchage, on ne pouvait pas faire de la publicité. Alors, comment trouver ses clients là? Ah non, mais c'était extrêmement difficile. C'est du bouche à oreille. C'est effectivement
du bouche à oreille, c'est effectivement En participant à des dîners, par exemple. participer à des dîners, essayer de rencontrer des gens, leur parler de ce qu'on sait faire. Bon. La chose la plus importante, à mon avis, Ouais. c'est avec le temps que ça arrive. C'est-à-dire que, en fait, les premières années ont été extrêmement difficiles. Pour être très clair, jusqu'aux années de 90 à peu près 2000, les choses étaient relativement difficiles. D'autant plus que je n'ai pas eu la possibilité, ce n'est pas faute d'avoir cherché, je n'ai pas eu la possibilité d'acquérir un portefeuille de clients. Parce que, en ce temps-là, c'était rarissime. Même aujourd'hui, c'est encore très, très, très difficile de trouver un expert comptable qui vend son portefeuille, qui dit, bon voilà, parce que c'est très demandé. C'est extrêmement demandé. Donc, c'est un marché où, effectivement, trouver un expert comptable qui vend son portefeuille, c'est pas simple. C'est pas ça. Alors, évidemment, les grands cabinets arrivent à trouver. Ouais. Si vous avez 1 million d'euros et que vous recherchez à reprendre, vous allez forcément trouver. Ouais. Pourquoi? Parce que le risque est très important. Très, très important. Pourquoi? Le risque de déperdition. C'est-à-dire que le risque que la clientèle que vous avez achetée ne reporte pas sa confiance sur vous. D'accord. Ah bah oui, le risque est très important parce que c'est pas comme un magasin où vous savez que les clients viennent, on ne sait même pas qui est le patron, c'est pas comme ça. Alors, l'expertise comptable, c'est l'intimité des gens. C'est l'intimité du chef d'entreprise. On ne confie pas ses affaires financières à n'importe qui. Donc ça, c'est très important. Ce que je recherchais dans les années 90, c'était effectivement une petite clientèle, un soubassement qui me permettrait de prendre mon envol. C'était ça, parce que si vous prenez un portefeuille beaucoup trop important, ce qui va se passer, c'est que, imaginons que, et ça arrive très souvent, c'était des francs en ce temps-là, vous preniez, je sais pas moi, un portefeuille à 3 millions de francs, et que, je sais pas moi, 2 millions, il y a des clients pour 2 millions qui s'en vont, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Comment vous allez rembourser l'emprunt que vous avez obtenu pour pouvoir financer cet achat? On se retrouve en difficulté très rapidement. Très, 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 très rapidement. Donc, ce que nous recherchions, ce que la plupart des gens, des experts comptables recherchaient, c'était des petits portefeuilles, c'est-à-dire de petits cabinets autour de, je sais pas moi, 500 000 francs, ou 500 000 francs, quand je dis des francs, peut-être qu'aujourd'hui ça ne vous dit rien. On va dire 150 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros maximum. 300 000 euros, c'était déjà beaucoup. Donc, on recherchait des petits portefeuilles parce que ça permettrait, si on est bon, de développer. Voilà. Parce que c'est essentiellement, j'allais dire, la qualité de notre travail, le bouche à oreille, comment nous recevons nos clients. C'est ça qui permet de développer, d'aller plus loin. Aujourd'hui, avec plus de 30 ans d'expérience, quelles ont été les difficultés, sinon les moments les plus durs en fait, dans cette carrière en fait? Vous avez parlé du début, ça on avait entendu, c'est jamais facile. Rapidement, pour revenir sur le début, est-ce que vous avez débuté avec un crédit? Vous avez pris un crédit à la banque pour lancer Coficor ou pas du tout? Ah oui, forcément. Forcément, on a... Vous avez encore du montant? Ou bien, on va pas en parler, on n'est pas obligé d'en parler. Non, on peut en parler. Non, mais il y a rien à cacher dans l'histoire. Moi, je sais que le premier crédit que j'ai eu, c'était le LCL qui m'avait donné 50 000 francs. 50 000 francs. Bon, aujourd'hui, je sais pas ce que ça fait. Ça fait 7 500 euros, un truc comme ça. D'accord. C'est pas grand chose, hein. D'accord. Ah, mais 50 000 francs, c'était pas, bon, 50 000 francs, oui, je vois, c'est 7 500 euros. D'accord. C'est pas, j'avais eu ça au départ, pour commencer. Pour en venir après aux difficultés rencontrées. Alors, les difficultés rencontrées dans la carrière. Parce qu'on sait que le début, c'est pas toujours évident. Non, vous avez dit dans les années 2000, ça se passe plutôt bien pour vous. Aujourd'hui, on est en 2026. Est-ce qu'il y a une période qui a été très difficile pour vous? Et si oui, pourquoi? Quand je revois un tout petit peu, je fais une rétrospective de cette période-là, je dois être très clair. Je pense que c'est le début qui a été le plus difficile. C'est-à-dire que, parce qu'effectivement, bon, on n'avait pas
Un portefeuille conséquent. Voilà, on avait un portefeuille qui était pas suffisant, c'est-à-dire qu'on avait des besoins qui étaient beaucoup plus importants que les revenus qu'on pouvait tirer de ce portefeuille. Et pour parler d'expérience, et je pense que je voudrais partager ça avec les jeunes, ce qu'il faut dire, c'est que les gens de ma génération, en ce temps-là, dans les années 90, disaient, euh, pour un peu se mousser, pour un peu se vanter, que, ah mais oui, vous savez, euh, moi, dans mon cabinet, j'ai pas d'Africains. Mes clients ne sont pas africains. Alors, je me rends compte aujourd'hui que les meilleurs clients que nous avons aujourd'hui, ce sont des Africains. Donc, nous avons ouvert le chemin à des jeunes qui nous ressemblent. Et je pense que ça, c'est très important. Je voulais partager cette expérience avec la jeune génération, surtout leur faire comprendre que, en réalité, il y a quelques années, effectivement, on disait ça, les gens de ma génération, ah mais oui, vous savez, j'ai pas d'Africains. Ben bon. Les meilleurs clients aujourd'hui, ce sont des Africains. Ce sont ceux qui nous ressemblent. Je parlais tout à l'heure des cabinets de chirurgie dentaire, cabinet de radiologie, je parlais tout à l'heure d'un certain nombre de personnes, que ce soit par exemple même, je pense à le gardiennage, des entreprises de gardiennage, toutes ces entreprises-là qui ont aujourd'hui une grosse importance sont nos clients. Mais ce que vous êtes en train de dire pourrait étonner plus d'un, parce qu'on se dit, en France, les Africains en général font des petits boulots, ils ne sont pas forcément à la tête des entreprises. Donc ce qu'on appelle dans certaines communautés le Jossi, donc les petits boulots. Donc dire aujourd'hui que vous avez un portefeuille constitué de plusieurs Africains chefs d'entreprise, ça peut étonner plusieurs personnes. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Je pense que nous avons notre place dans ce pays et je pense qu'il y a plusieurs Africains qui ont démontré ici qu'ils sont tout à fait à la hauteur de créer des entreprises qui prospèrent, des entreprises qui marchent très bien. La seule difficulté, c'est qu'on ne nous fait pas, c'est que entre nous, malheureusement, on ne se fait pas tellement confiance. Mais sinon, les entreprises africaines, les entreprises dirigées par des Africains qui marchent très bien, je pense qu'il y en a en France, qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que après 30 ans d'expérience, on peut dire que vous avez rencontré plus de 5 entrepreneurs africains en France qui ont déjà fait plus de 1 million, sinon 2 millions d'euros de chiffre d'affaires? Ah oui, absolument. Ah bah oui, plusieurs. J'ai rencontré des gens qui font facilement... j'ai des informaticiens, je pense à un jeune informaticien qui fait 10 millions de chiffre d'affaires. Non, africain. Africain, bien sûr, qui fait 10 millions de chiffre d'affaires. Non, mais il y a de belles entreprises en France. En France, bien sûr, en France. Donc, ah oui, non, il y a de belles entreprises en France. Que ce soit, par exemple, dans le domaine de la sécurité et du gardiennage, il y a des belles entreprises. J'ai eu à traiter une entreprise, je ne citerai pas son nom, qui faisait, il y avait 150 personnes, et qui faisait, je crois, 12 millions de chiffre d'affaires. 12 millions de chiffre d'affaires, mais oui, et qui faisait dans la sécurité, dans le... Non, il y a de belles entreprises. Bon, après, il y a le chiffre d'affaires, mais le bénéfice également. Est-ce que les bénéfices sont plutôt intéressants? On peut parler de chiffre d'affaires colossaux, mais peut-être que les bénéfices ne sont pas très intéressants également. Mais en termes de bénéfices, on peut dire qu'il y a des entrepreneurs africains également qui sont ressortis de là, annuellement avec des bénéfices plutôt intéressants. Oui, je pense que le chiffre d'affaires est un indicateur qui permet de savoir si véritablement on a une force de frappe ou pas. C'est vrai que au final, ce qui reste, c'est le bénéfice. Mais quelquefois, il faut faire très attention à l'idée de bénéfice, parce que si je prends par exemple une profession, la profession d'expert comptable, la profession de commissaire aux comptes, nous, si vous regardez le bénéfice de nos sociétés, ça ne va pas refléter un montant très important. Ouais. Pourquoi? Parce que ce bénéfice-là est imputé de la rémunération que nous prenons. C'est-à-dire que, en réalité, on se fixe une rémunération. On peut même, par exemple, dire qu'on a une perte. Je peux très bien dire que Figor est en perte, alors qu'en réalité, je me suis pris une rémunération de 300 000 euros. Donc c'est ça qui est que le bénéfice n'est pas toujours un indicateur. C'est pas un indicateur très fiable de ce que le chef d'entreprise peut tirer
compte tenu, je dirais, de son statut, c'est pas un indicateur fiable de ce qu'il tire de son activité. D'accord. Ah ben oui, c'est très clair. Parce que, bon... Parce que très souvent, on dit non, il ne faut pas regarder le chiffre d'affaires, il faut regarder le bénéfice. Et là, j'apprends que, bah non, pas toujours. Non, pas toujours. Alors, je pense que ce qu'il faut regarder, bon, évidemment, le chiffre d'affaires, il faut regarder la marge. Mais il faut regarder la marge. Mais c'est pour ça qu'on parle souvent. Enfin, là, on rentre dans un domaine un peu qui est le mien, Ouais. le bénéfice brut, des machins comme ça. Donc, ça dépend de l'arbitrage que nous faisons. Il faut savoir que jusque-là, en France, il y a, tout à l'heure, j'ai fait allusion à ça, j'ai dit que il y avait une partie du chiffre d'affaires, il faut déduire un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la masse de richesse créée par l'entreprise. Tout à fait. C'est ça, la valeur ajoutée. Et cette masse de richesse créée par l'entreprise est répartie entre les acteurs de l'entreprise. Donc, il y a le chef d'entreprise, il y a les salariés et l'État. Et il y a l'État. Ouais. Donc, la partie qui revient au chef d'entreprise peut être répartie, peut être divisée en deux parties. Il y a une partie qu'il peut prendre en rémunération, en fonction des prélèvements sur sa rémunération. Les prélèvements sociaux, enfin, tout ce qui est, par exemple, les cotisations URSSAF, tout ce qui est la retraite, tout ça. Bon. Et l'autre partie qui est les dividendes. C'est-à-dire que les dividendes, là, jusque-là, en France, les dividendes ne supportent pas l'URSSAF, ne supportent pas les cotisations, ce qu'on appelle les cotisations sociales. Donc, on paye l'impôt dessus et le reste, ça vous revient. Tout à fait. Donc, l'arbitrage que nous faisons en tant qu'expert comptable, l'arbitrage que nous faisons, on regarde la partie qui nous revient et on prend en fonction de là où on est moins imposé. C'est-à-dire que on va peut-être choisir la rémunération, bon, en disant, bon, ok, la rémunération, ça donne les points de retraite, machin. Est-ce qu'on a plutôt tendance à dire, nous, on va passer notre retraite ici, et auquel cas, on va choisir la partie rémunération. Soit on dit, ah, ben, à la limite, je préfère investir, acheter des petits appartements, des machins. Et dans ce cas-là, on choisit plutôt les dividendes. Donc, on laisse... Alors, parce que très souvent sur les réseaux sociaux, je me permets de remonter encore toutes ces informations. On a la chance d'avoir un expert comptable avec nous. C'est on vous dira non, faut s'orienter là les dividendes, c'est plus intéressant. Par contre là, vous nous dites non, écoutez, il faut faire attention. Si jamais derrière on pense à la retraite, miser sur les dividendes, c'est pas forcément la meilleure stratégie, si je comprends bien. Ah bah oui, vous avez très bien compris. Et là, effectivement, j'insiste là-dessus. C'est pour ça qu'on a besoin d'un professionnel. On a besoin de quelqu'un dont c'est le métier, qui connaît comment il faut arbitrer entre la rémunération qu'on prend. Il y a effectivement, j'insiste sur le fait qu'en France, bon, aujourd'hui, il y a un certain nombre de parlementaires qui souhaitent que les dividendes soient soumis aux cotisations sociales. Par exemple, LFI, les gens de LFI souhaitent que les dividendes soient soumis aux cotisations. Parce que c'est ce qu'on appelle les revenus du capital. Les dividendes sont les revenus du capital. Donc, c'est pas soumis aux cotisations sociales. Et alors que les rémunérations que nous prenons, effectivement, il y a les cotisations sociales. Bon, évidemment, en contrepartie, on a la retraite, on a l'assurance sociale, c'est-à-dire que l'assurance maladie. Mais les dividendes, si vous ne prenez que des dividendes, normalement, vous n'êtes pas socialement, vous n'êtes pas couvert par la sécurité sociale. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise où, à la limite, votre rémunération, c'est uniquement les dividendes. Là, je parle de la législation d'aujourd'hui. Tout à fait. Là, vous ne serez pas couvert parce que, justement, vous n'êtes pas un assuré social. Voilà. Parce que vous ne cotisez pas, vous ne prenez votre rémunération que par les dividendes. Voilà. Donc, dans ce cas, il faut faire de bons investissements. Sinon, on pourrait se retrouver à la retraite potentiellement en difficulté. Alors, on va continuer, on va passer à une autre partie de cet entretien. Il s'agit là de l'arrivée de l'intelligence artificielle, donc toute cette transformation digitale qu'on connaît dans les différents écosystèmes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'expert comptable, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, comme je le disais, de pas mal d'outils qui automatisent en fait la comptabilité, est-ce qu'on se sent en danger? Écoutez, je pense qu'il y a de la part des acteurs de l'intelligence artificielle un discours un peu trompeur qui consiste à dire que en réalité les métiers
nos métiers vont disparaître. Tout à fait. On entend très souvent dire cela, oui, tout à fait. De mon point de vue, je pense que c'est des outils dont il faut s'approprier. Hein, c'est des outils qu'il faut maîtriser. Okay. Et à partir de là, il n'y a pas de raison. On nous a promis ça. Vous savez, moi j'ai connu la comptabilité à la main. Okay. Où on faisait ce qu'on appelle les balances carrées. Aujourd'hui, quand vous tapez sur Excel, vous n'avez même pas besoin de faire l'addition, ça vous additionne tout. Ouais. Donc, nous, on passait du temps à chercher les centimes, à chercher les francs sur des balances où tout était fait à la main. Et il fallait avoir une bande machine où on tapait le truc, on vérifiait qu'on ne s'est pas trompé sur l'addition. Donc, aujourd'hui, tout ça a disparu. Et aujourd'hui, les outils sont là et vous avez tout. Par exemple, sur votre portable, vous avez calculette, vous avez tout. Donc, voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que le discours qui consiste à dire que l'intelligence artificielle va remplacer tel ou tel, malheureusement, je pense que les comptables. Non, mais je pense que c'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai parce que l'arbitrage dont je parlais tout à l'heure entre, par exemple, les dividendes et, par exemple, la rémunération cotisable, c'est-à-dire sur lesquelles on paye des cotisations, je pense que l'intelligence artificielle ne fera pas le choix, par exemple, des structures. Quand on veut se lancer dans une aventure entrepreneuriale, où on veut entreprendre, on veut se lancer, je sais pas moi, on veut, je sais pas moi, créer une entreprise pour faire de l'import-export, on veut créer une entreprise pour vendre, pour recycler par exemple les matériels informatiques. On ne sait pas, le jeune qui se lance ne sait pas exactement quelle est la structure la mieux indiquée pour pouvoir porter son projet. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal d'applications, sinon de plateformes, qui permettent aujourd'hui la gestion de la comptabilité des entreprises. Non, ça permet la saisie. Ouais. Pas la gestion, ça permet effectivement... Quelle est la nuance? Parce qu'on le voit sur Internet, plus besoin de faire appel à un expert comptable, payer 19 € par mois, on gère automatiquement votre comptabilité. Quelle est la différence aujourd'hui? Alors, je pense qu'il faut être très clair. Il y a effectivement, je sais que sur Internet, il y a des offres qui tendent à dire qu'on peut faire ceci, on va créer... Moi, je sais que effectivement, ces éléments, l'intelligence artificielle, c'est un outil qu'il faut utiliser pour faire baisser un certain nombre de choses. Il y a ce que moi j'appelle des gains de productivité qu'on doit engranger dans nos cabinets, dans nos entreprises. Mais en aucune manière, ça ne peut remplacer l'emploi. Je vais vous donner un exemple. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est que, comme je disais tout à l'heure, en parlant de l'arbitrage qu'il y aurait entre, je sais pas moi, la rémunération et l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire ça. Ce que l'intelligence artificielle peut faire, c'est d'automatiser les tâches qui sont répétitives. Mais ça automatise les tâches qui sont répétitives, mais ça, en aucune manière, ça ne pourra, par exemple, conseiller à un, je sais pas moi, un porteur de projet, voilà, tel type d'entreprise, enfin, tel type de structure, une SARL, une société à responsabilité limitée, une société par action simplifiée, ou une entreprise individuelle, ça va pas vous conseiller. En termes d'automatisation, vous estimez que, oui, c'est clair aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a pas mal de choses qui vont évoluer, donc en termes de productivité, comme vous l'avez dit, il y a une progression qui est là, il faut l'accepter. Mais en termes de conseils, vous estimez qu'il n'y a pas à s'inquiéter à ce niveau-là? Il faut pas, je pense qu'on ne devrait pas s'inquiéter. On ne doit pas s'inquiéter. Moi, je vais vous dire une chose. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est que je me souviens, enfin, je vais partager ça avec vos auditeurs. Il y a, dans les années 90 dont je parlais tout à l'heure, quand on créait une entreprise, on disait à quelqu'un, on venait nous voir dans nos cabinets, on nous disait, bon, moi je veux me lancer, je vais créer une SARL, je vais créer une société à responsabilité limitée. Alors, combien vous prenez d'honoraires? On nous posait ces questions. Et l'une des choses qu'on disait en ce temps-là, et ça paraissait aujourd'hui, c'était normal, nous, en tant qu'experts comptables, on demandait 5 000 francs. 5 000 francs, c'est 760 €. Si vous demandez aujourd'hui, si un expert comptable, bon, je ne connais pas les prix partout, mais moi je sais que ces dernières années, si vous demandez 5 000 francs, c'est-à-dire 760 € à quelqu'un pour lui créer une entreprise,
quelquefois il va trouver ça très cher. Oui. Parce que, justement, sur Internet, On a des plateformes. lui-même, il peut faire ça, il peut créer lui-même, il peut faire... Et payer des frais. Et effectivement, ce qui est juste... Et on a même des banques en ligne, comme Conto. Non, mais on est d'accord. Ce que je vais dire par là, c'est que ça peut créer votre SARL, mais ça ne peut pas vous dire si vous êtes un gérant majoritaire ou un gérant minoritaire. Ça ne peut pas... Je veux dire, il y a un certain nombre de conseils derrière que... moi, je dirais qu'à la limite, en fait, les professions qui pourraient être les plus menacées, à mon avis, de mon point de vue, les professions qui pourraient être les plus menacées, c'est plutôt les professions juridiques. Okay. Les professions juridiques pourraient être peut-être beaucoup plus menacées que les nôtres, je pense. Mais alors, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, sinon les créateurs d'entreprises, qui s'orientent vers les banques en ligne, qui proposent également la création d'entreprises gratuites pour certaines, pas toutes, mais pour la plupart, on constate, je parlais de Conto, peut-être que ça change entre-temps. Est-ce que vous estimez que les entrepreneurs, sinon des créateurs d'entreprises, s'exposent à un danger en fait? Là, je veux tout simplement dire, parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément les bons statuts à apprendre, ils ne se font pas forcément accompagner d'un ordre des manières. Donc là, dans ce sens-là, je veux dire qu'il se pourrait qu'ils puissent s'exposer en fait à de grands dangers. Est-ce qu'on pourrait le dire? On peut dire que effectivement, les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, les gens qui ont envie de se lancer, ont tout intérêt. Moi, le conseil que je donne, c'est de s'entourer d'un certain nombre de personnes et de conseils. Moi, je dis toujours aux jeunes qui viennent me voir, je leur dis toujours, dans la vie, il faut avoir autour de soi 4 personnes. Il faut avoir évidemment un bon médecin parce que je pense que la santé, c'est c'est vraiment primordial. Il faut avoir, de mon point de vue, un bon expert comptable. Il faut avoir un bon banquier et il faut avoir un bon avocat. Voilà. Quand on veut être quelqu'un qui se lance dans les affaires, je pense que, honnêtement, si vous avez les 4 là, évidemment, le premier conseil, la première personne à qui on se confie, c'est d'abord et avant tout son expert comptable. On lui dit, voilà, je vais me lancer. Bon, évidemment, il n'a pas la science infuse. Il va vous mettre en relation, il va vous préparer un business plan, il va vous mettre en relation avec un banquier, et au besoin, il pourra vous recommander un avocat. Et évidemment, vous avez votre médecin de famille, et là, vous êtes tranquille. Est-ce qu'on n'estime pas aujourd'hui, puisque les banques proposent ces services-là et ça marche très bien, est-ce qu'on n'estime pas que la création d'entreprises, des tarifs proposés par les experts comptables sont aujourd'hui considérés un peu trop élevés? On peut le penser, et je pense que les experts comptables s'ajustent à la baisse. Je dirais même que là, on parle d'experts comptables, mais on pourrait parler par exemple d'avocats. Les experts comptables, moi je prenais l'exemple en 2000, dans les années 90, où on demandait 5 000 francs. Quand nous demandions 5 000 francs, les avocats demandaient 10 000 et les notaires demandaient 15 000 francs. C'était des fonds, attention, là je parle en francs. Donc, pour vous donner une indication, aujourd'hui, le rapport, l'écart est exactement le même. C'est-à-dire que là où l'expert comptable va demander peut-être 400 euros, 500 euros, l'avocat va demander peut-être 1 000 euros. Qu'est-ce qui justifie cet écart? De mon expérience, ce qui justifie l'écart, c'est que bon, les avocats considèrent que... D'ailleurs, pendant longtemps, ils ont lutté pour que les experts comptables n'aient pas la possibilité de créer des entreprises parce qu'ils considéraient que c'était un monopole qui leur revenait. C'est-à-dire que c'est eux qui devaient créer des entreprises. Bon, depuis un certain temps maintenant, je pense qu'il est du domaine public que les experts comptables créent des entreprises, font un certain nombre de choses. Donc, même la loi a consacré cela. Ce qui justifie l'écart, c'est simplement que la plupart du temps, et surtout, parce qu'il ne faut pas oublier que le tissu économique français est composé essentiellement de TPE et de PME. Et les TPE et les PME font généralement appel à des experts comptables, c'est-à-dire que le premier conseil de l'entreprise, c'est les experts comptables. Et donc, les experts comptables, ils sont un peu moins chers parce que, justement, c'est récurrent. C'est-à-dire qu'ils sont en relation avec les petits, souvent les petits. Parce que les petits commencent par eux. Les avocats sont beaucoup plus chers parce que, bon,
je pense que naturellement, ils sont pas les premiers à être consultés. Et souvent, les entreprises qui consultent les avocats, c'est les entreprises qui sont les plus structurées. C'est-à-dire qui sont d'une certaine taille, qui sont structurés, qui sont d'une certaine taille. Et les notaires, c'est vraiment les grands qui ont envie de faire quelque chose, je veux dire, d'inscrire leur démarche dans le béton, comme on peut dire. C'est-à-dire que vraiment, ils savent que voilà, c'est vraiment un officier ministériel qui le fait, c'est un notaire qui le fait, quoi. Voilà. D'accord, ok, donc je pense que c'est assez clair, on comprend pourquoi il existe cet écart. Alors pour continuer, on a parlé de la création d'entreprise, on a parlé des banques en ligne qui proposaient également cette création d'entreprise. Vous avez dit qu'il est important quand même de faire appel à un expert comptable parce qu'il y a pas mal de statuts et très souvent les créateurs d'entreprises se retrouvent perdus. On parle d'SARL, on parle de SAS, on parle de SA. Alors, quels sont aujourd'hui les statuts les moins compris par les entrepreneurs? Parce qu'on parle également d'holding. Aujourd'hui, après plusieurs années d'expérience dans le domaine, quels sont les statuts les moins compris, en fait, par les entrepreneurs? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un projet, c'est décliné c'est-à-dire qu'on a des étapes. Et je pense que la structure juridique qui doit porter le projet doit être adaptée d'abord au projet et à l'ambition qu'on a envie d'afficher. C'est-à-dire que, en fait, quand vous allez voir un expert comptable, quand vous allez voir quelqu'un qui vous conseille telle ou telle structure, une SARL, une société à responsabilité limitée, ou une SAS, une société par action simplifiée, ou une SA, avec toutes les contraintes que c'est. Parce que chaque type de structure, ce qu'il faut bien savoir, c'est que chaque type de structure a ses contraintes, a ses règles. Mais ce que je dis souvent aux jeunes porteurs de projets, c'est que la structure, la nature de la structure qui porte un projet n'a pas d'influence, n'a que très peu d'influence, si je puis dire, les prélèvements à payer. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas parce que vous êtes un SA ou un SARL ou un SASU ou un machin que vous allez payer moins de TVA. Il faut que ce soit très clair. Ou que vous allez payer. Alors, la seule différence, et ça c'est fondamental ce que je dis là, les gens doivent bien retenir ça, la seule différence entre ces différentes structures, être un nom propre, être un SARL, être un SAS, être un SA, la seule différence, c'est le statut du dirigeant. Quel est le statut du dirigeant? La différence qu'il peut y avoir dans ce qu'on a à payer dans ces différentes catégories de sociétés qui existent, ce type de société qui existe, c'est le statut du dirigeant. Quel est le statut que le dirigeant doit avoir dans la structure qu'il va créer? Et à partir de là, en fonction de est-ce qu'il prend la totalité en dividende, est-ce qu'il prend en rémunération, il peut y avoir des différences dans ce qu'on a à payer. Au niveau de la fiscalité, si au niveau des taxes, là également il pourrait avoir une différence aussi. Non, il n'a pas du tout de différence. Si vous avez... Bon, évidemment, il y a des sociétés qui sont à l'impôt sur le revenu, d'autres qui sont à l'impôt sur les sociétés, mais fondamentalement, c'est pas différent. C'est-à-dire que vous ayez une SA, une SARL, une SAS ou une entreprise, bon, encore qu'une entreprise individuelle. Parce qu'une entreprise individuelle, par nature, c'est l'impôt sur le revenu. Mais aujourd'hui, on a même la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc, je vais dire que fondamentalement, les impôts sont les mêmes, quelle que soit la structure. Je vais dire que le législateur a fait que les impôts qu'on a à payer, la TVA, tout ça, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est même pas que c'est à peu près, c'est la même chose, quelle que soit la structure. Mais quel est le statut le plus prisé par les entrepreneurs? Là, on parle des PME et des TPE, le statut le plus prisé en général. Ah, le plus prisé, c'est forcément la SAS. Alors, la SAS, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une mode. La plupart des gens disent une société par action simplifiée, d'autant plus que il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelle le capital minimum. Il fallait avoir un capital minimum avant, pour les jeunes, vous ne savez pas, mais il fallait 50 000, c'était 50 000 francs. C'était 50 000 francs. Donc, ce qui faisait 7 500. Après, on est passé de 50 000 à aujourd'hui
le capital minimum de la plupart des sociétés aujourd'hui, enfin de la plupart, oui, des structures juridiques aujourd'hui, c'est 1 euro. Voilà. Si vous créez une SAS, vous pouvez mettre 1 euro. Si vous créez une SARL, vous pouvez mettre 1 euro. Voilà. Si vous créez une SAS, une SA, maintenant il y a un capital minimum. Ok, de combien? Je ne vais pas dire de bêtises, je pense que ça doit être 37 500, un truc comme ça. En tout cas, c'est peut-être autour de 40 000. Je ne sais pas exactement, parce que j'ai pas envie de m'avancer sur un truc que je connais. J'ai pas le chiffre précis. Exact. Alors, là, vous avez parlé de SAS, SARL, SAS, mais vous ne parlez pas des holdings. Pourquoi? Alors, holding. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la holding n'est pas une forme de société. La holding, c'est quoi? C'est une société dont le rôle est d'animer les sociétés d'exploitation. C'est-à-dire qu'en réalité, la holding, c'est quoi? C'est si vous avez plusieurs sociétés. Imaginons que vous ayez plusieurs sociétés dans plusieurs domaines. Vous avez une société de l'audiovisuel, vous avez une société qui fait du transport, vous avez une société qui fait de l'import-export. Alors, et vous, vous êtes le boss de toutes ces sociétés-là. Au lieu de vous mettre dans ces 3 sociétés, qu'est-ce que vous faites? Vous créez une société holding qui détient les 3. C'est-à-dire que votre société holding détient la société d'autovisuel, détient la société d'import-export, détient la société informatique. Donc, et vous détenez, vous, la holding. Mais comme j'ai également la possibilité de me retrouver dans les 3 entreprises. Ah ben, vous avez la possibilité, mais il n'y a aucun intérêt. Ouais. Enfin, je veux dire que l'intérêt de la holding, c'est quoi? C'est que le bénéfice que les 3 sociétés, pour prendre notre exemple, les 3 sociétés vont faire remonter à votre holding, ces bénéfices-là ne sont pas imposés. C'est-à-dire que votre holding détient 100% de la société audiovisuelle, détient 100% de transport et 100%, je sais pas moi, de la société informatique. Ben, ces sociétés-là vont réaliser des bénéfices qui vont remonter à la holding. Et vous vous mettez dans la holding, vous payez. Vous payez vous pouvez vous payer dans la holding, soit en dividende, soit en rémunération. Ce qui veut dire que, au lieu d'avoir 3 salaires, peut-être illisibles, bon, encore que là, on a pris des sociétés qui réalisent des bénéfices, qui vont faire remonter. Ces bénéfices-là ne sont pas imposés au niveau, enfin bon, il y a une imposition, ne sont pas imposés à hauteur de 95% de la remontée. C'est-à-dire que si le bénéfice de la société audiovisuelle est de 100 000, 95 000 vont remonter, c'est-à-dire de bénéfices, au niveau de la holding, sans impôts. Et on va payer les impôts sur 5%. C'est-à-dire que 80 sur 5%. Sur 5 000. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Et donc, sur les 3 sociétés, ce serait comme ça. Il n'y a pas d'impôt sur les dividendes, en fait. C'est-à-dire que la distribution, la remontée des bénéfices dans la holding n'est pas imposée. D'accord. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Donc, la holding n'est pas une forme de société. La holding peut être une SARL. Généralement, c'est une SAS. Mais ça peut être une SARL, ça peut même être une entreprise individuelle. Ça peut même être la personne physique. Donc, pour la holding... voilà. D'accord. Alors, en France, la plupart des entrepreneurs disent que la fiscalité est assez lourde. Je me permets, il faudrait plus de généraliser. On travaille pour les impôts. Ils nous prennent tout ce qu'on gagne. C'est mieux de partir ailleurs, sinon d'aller entreprendre dans les pays comme la Bulgarie, d'aller en Europe du Nord, parce que la fiscalité française n'est pas attractive. Il y a même certains chefs d'entreprise qui préfèrent s'installer en Belgique. On a vu également pas mal de grands entrepreneurs français penser à la Belgique. Quel est votre regard par rapport à la fiscalité française? Oui, la fiscalité française, les prélèvements, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, sont élevés en France, c'est clair. D'ailleurs, la tendance depuis plusieurs années, c'est effectivement de faire baisser la fiscalité. C'est pour ça que ce qu'on a appelé le taux de l'impôt sur les sociétés n'a fait que baisser depuis de nombreuses années. Mais ça reste des prélèvements obligatoires avec
les cotisations, parce que ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, c'est l'impôt sur les sociétés, mais c'est aussi les cotisations URSSAF, tous les prélèvements obligatoires. Bon, effectivement, en France, c'est élevé. Maintenant, ça permet aussi, le système de couverture sociale en France est beaucoup plus attractif que la plupart des pays dont on parle. Donc, si le modèle français, c'est le modèle français qui impose un tout petit peu cela. Si on veut être comme aux États-Unis où tout le monde doit s'assurer individuellement, bon, mais là, pour financer le modèle français, c'est d'ailleurs pourquoi il y a un certain nombre de politiques qui voudraient que ce qu'on appelle aujourd'hui les revenus de capital, c'est-à-dire que, par exemple, les revenus fonciers, les gens qui louent les maisons et qui ont, par exemple, des revenus, eux, ils ne payent pas, ils ne sont pas assurés sociaux, donc ils ne payent pas les cotisations sociales sur les revenus qu'ils tirent des locations. Alors, ça s'appelle les revenus de capitaux, comme les dividendes. Un certain nombre de politiques voudraient que ces revenus-là financent aussi la protection sociale. En fait, pour répondre à la question du niveau de prélèvement, malheureusement, je pense que le modèle français est comme ça. Même si on fait des efforts pour baisser, on n'est pas arrivé au niveau où, comme en Suisse ou dans d'autres pays où... Vous pensez qu'il y a des efforts à faire à ce niveau? Ah ben oui, certainement, il y a des efforts à faire. La preuve, c'est que les gouvernements successifs ont fait des efforts pour baisser déjà ce niveau de prélèvement qui était déjà très très important. Il y a 30 ans, on parlait déjà de ça. On parlait de ça il y a 30 ans. D'accord. Même si ces dernières années, on voit que ces prélèvements-là baissent. En fait. Donc on pourrait justifier ça par cette volonté de maintenir cette couverture sociale. En fait. C'est ça. D'accord. Je pense que de toute façon, c'est ça. C'est ça la justification. D'accord. Alors pour continuer, on se rapproche de la fin de notre entretien. Quelle différence faites-vous entre fraude fiscale, optimisation fiscale et gestion fiscale? Une bonne gestion fiscale, en fait. Déjà, entre fraude fiscale et optimisation fiscale. La fraude fiscale, comme son nom, c'est-à-dire qu'on viole une règle de droit fiscal, c'est-à-dire qu'on essaye d'éluder l'impôt, de ne pas payer l'impôt. Donc ça, c'est la fraude fiscale. L'optimisation fiscale, c'est, j'allais dire, c'est la maladie du surdoué. C'est-à-dire du surdoué de la fiscalité, de quelqu'un qui connaît les règles et qui essaye d'utiliser ces règles-là pour ne pas, ou en tout cas pour minorer le montant de l'impôt qu'il a à payer. Donc, l'optimisation fiscale n'est pas en soi une faute. L'optimisation fiscale, c'est simplement l'idée de connaître les règles et de savoir les utiliser. Parce que en fiscalité, il y a des options. Il y a des options qu'on doit exercer, souvent des options qui sont enfermées dans un délai, et quand vous optez, vous choisissez d'opter c'est-à-dire que d'exercer cette option-là, ça vous donne la possibilité d'optimiser votre situation. Mais il faut connaître. C'est ça. On entend dire que les experts comptables sont les champions dans le domaine. Champion, je sais pas. Dans le domaine de l'optimisation fiscale. Bien sûr. Non, les experts... Optimiser, il faut faire appel à un expert comptable. Bon, c'est pas présent, c'est pas de la magouille, comme vous l'avez dit. Non, c'est pas de la magouille. C'est vraiment leur domaine. Oui. Disons que les experts comptables ont généralement une longueur d'avance sur surtout la fiscalité des entreprises. Parce que il y a la fiscalité personnelle qui est en tout cas beaucoup moins maîtrisée par les experts comptables que d'autres corps de métier. Mais la fiscalité des entreprises, effectivement, les experts comptables ont souvent une longueur d'avance. Et ils regardent avec attention, surtout qu'il y a des séminaires qui sont donnés par l'ordre des experts comptables des séminaires qui permettent de s'approprier la matière fiscale. Personnellement, je m'intéresse beaucoup à la fiscalité et donc c'est un domaine pour lequel je pourrais vous entretenir pendant des heures et des heures. Et donc, bon là... Comme on est pris par le temps, alors en termes d'optimisation fiscale, qu'est-ce que vous proposez régulièrement à vos clients en fait? En fait, l'optimisation fiscale, tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Tout dépend de l'opération. Tout dépend de... Bon, en général, les clients, ils se disent c'est pour payer moins d'impôts. J'aimerais pas payer... J'aimerais trouver une solution pour réduire mon assiette fiscale. Qu'est-ce que vous proposez? En général, c'est comme ça qu'on va voir les choses. Ou bien l'approche peut être différente. Oui, non, mais alors, je pense que la meilleure chose à faire,
c'est dès le départ en discuter avec son expert comptable. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où là, par exemple, on est en période de déclaration. Si l'année est déjà passée, là, on déclare l'année 2025. Si l'année est déjà passée et que vous avez déjà fait toutes vos opérations, ça va être extrêmement difficile à l'expert comptable de trouver des solutions. Alors, ce qui est important, c'est que en prévision de ce qu'on doit être amené à déclarer, on peut faire un certain nombre de choses. On peut investir. On peut, au lieu de payer des impôts sur, par exemple, ou d'appréhender, de prendre de l'argent, on peut réutiliser ça dans le cadre d'un investissement qu'on veut faire. Par exemple, au lieu de prendre des dividendes dans une société, là, par exemple, si Coficor a, je sais pas moi, 200 000 euros sur son compte, au lieu de me verser les dividendes, je peux demander que Coficor prenne une participation dans une société. Là, il n'y a pas d'impôt à payer. Alors que si je prends l'argent pour investir, je vais payer des impôts. Donc, je pense que ce qui est fondamental, c'est d'abord et avant tout, quand on envisage une opération, on discute avec son conseil, avec son expert Et comptable. vous orientez vos clients plus vers l'immobilier ou encore les parts au sein des entreprises? Oh ben, ça dépend. Je pense qu'il y a des gens qui veulent pas prendre de risques. Si quelqu'un ne veut pas prendre de risques, en général, il sait très bien que c'est plutôt l'immobilier qui est une valeur refuge. Maintenant, si quelqu'un veut prendre un risque qui est plutôt à la fibre de l'entrepreneuriat, en ce moment-là, il va plutôt essayer d'aller du côté de la création d'entreprise ou de l'investissement dans une affaire qui se crée, enfin plutôt comme ça. Intéressant. Mm. Alors, on va parler de dépôt de bilan. Donc, ces entreprises-là en difficulté qui sont dans l'obligation de fermer. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré ce cas en 30 ans d'expérience des entreprises qui ont déposé de Ah l'argent? oui, c'est tout le temps que les entreprises ont des difficultés. D'accord. Qui Est-ce que vous estimez que cela est dû à une mauvaise gestion ou encore, pour la plupart, c'est des problèmes liés à un nombre de clients? Ah, je pense qu'effectivement, bon, j'ai pas les statistiques hein, pour être très clair. Mais vous concernant avec votre expérience? Alors, mon expérience est que généralement, pour les cas que j'ai souvent vus, c'est effectivement des gens qui n'ont pas rempli leurs obligations tout au long de leur existence ou qui ont mal rempli leurs obligations. C'est-à-dire que c'est souvent à la suite des contrôles fiscaux, à la suite ce qu'on appelle la vérification de comptabilité. Et on leur impose un certain nombre de choses à payer et en ce moment-là, sont en difficulté, ils ne peuvent pas payer. Et donc, le fonds de commerce, on est obligé de saisir, ils sont obligés de déposer le bilan. En général, c'est ça. Bon, ça peut aussi arriver que ce soit le volume d'affaires traitées est trop faible, on a des charges trop importantes, mais ça, je vais dire que si on est bien conseillé, on redimensionne l'activité, on voit un tout petit peu, il y a un certain nombre de solutions qui existent pour régler ces difficultés. Donc, très souvent, c'est des problèmes de gestion. C'est souvent des problèmes de gestion. D'accord. Alors, sur ces 30 ans de carrière, est-ce qu'il y a une histoire, un entrepreneur qui t'a vraiment marqué, au fait? Qui vous a vraiment marqué, un entrepreneur qui vous a vraiment marqué par sa gestion, aussi, dans le développement de son entreprise, à son succès, en 30 ans, vous avez dit, waouh, quel parcours! Alors, Parce que quand on veut dire, vous avez accès aux chiffres, donc... une histoire, oui, peut-être une histoire qui peut s'apparenter à une histoire personnelle. L'histoire, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, ce sera dans le domaine de la fiscalité. Dans le domaine de la fiscalité, je suis intervenu, il y a un client important du cabinet qui a eu un contrôle fiscal. Il a eu un contrôle fiscal qui était destiné à l'amener à fermer son entreprise parce que les rappels d'impôts qu'on lui demandait étaient de l'ordre de 300 000 euros, en fait 230 et des poussières 1000 d'euros. Et il se trouve que j'ai pu faire annuler ce contrôle, j'ai pu faire annuler ce redressement. Et donc, voilà. Ça, c'est une histoire qui est, à mon avis, qui est fondamentale à mes yeux. Pourquoi? Parce que, bon, l'inspecteur avait commis un certain nombre d'erreurs que j'ai pu relever et j'ai demandé simplement l'annulation pure et simple du contrôle et ça a pu avoir lieu. Ça, c'est la belle histoire. Alors, si je dois parler de l'entrepreneur, je pense à l'informaticien. Je pense à ce jeune informaticien qui faisait 10 millions de chiffre d'affaires
qui a une quarantaine de salariés, d'ingénieurs, généralement des étrangers, des Marocains, des Camerounais, bon, voilà. S'il y a une belle aventure, c'est celle-là. S'il y a une belle aventure, c'est celle-là. Et s'il y a une histoire à raconter, c'est celle du contrôle fiscal, réussi. C'est-à-dire que de la demande d'annulation d'un contrôle fiscal, pour lequel l'inspecteur a de ce montant-là. De ce montant-là. Donc, il a dû être très heureux, j'imagine bien. Bien sûr. Totalement. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Alors, est-ce que vous aurez un mot de fin pour toutes ces personnes qui nous suivent? Le mot de fin, c'est simplement dire à nos enfants, dire à la jeunesse de croire et de pouvoir se battre. Et je pense que ce soit le métier d'expert comptable ou n'importe quel autre métier, je pense qu'il faut avoir la passion de son métier et l'exercer avec beaucoup de professionnalisme. C'est le message que je pourrais transmettre à la jeunesse, dire que n'importe quel métier qu'on choisit de faire dans la vie, il faut le faire avec sérieux. Il faut le faire avec sérieux, il faut se battre, il faut se dire que dans ce domaine-là, le domaine qu'on aura choisi, on essaye d'être le meilleur. En tout cas, on essaie d'être le meilleur dans son domaine. Et si on a ça comme objectif, je pense qu'on réussira. Et c'est le message que je souhaite laisser à la jeune génération. Écoutez, merci encore d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation et puis on vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission Top Connexion. À bientôt. Entre-temps, portez-vous bien.